Bonjour Sophie, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. On va découvrir dans un instant derrière nous des images que vous avez peut-être jamais vues de votre vie, mais ce sont des créatures incroyables, extrêmement résilientes également. Et on a une chance inouïe aujourd'hui d'avoir ces photos qui ont été prises par le photographe des abysses, Gilles Martin, qui va pouvoir accompagner notre discussion aujourd'hui. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui peut-être trouver comme réponse dans les fonds marins ? Alors, en tant que biologiste de l'évolution, effectivement, je trouve qu'il serait tout à fait inspiré de s'inspirer de la nature, puisque la nature a procédé à travers l'évolution par une série d'essais et d'échecs. Donc, elle a procédé beaucoup au hasard, avec des innovations qui ont été sélectionnées ou non pour durer. Donc effectivement, il y a tout un tas d'innovations dans les océans, et puisqu'on parle des grands fonds, on parle d'organismes qui sont adaptés à la vie dans des milieux où le niveau de pression est intolérable pour un organisme terrestre. Et qui extrêmement pourtant, hostile en fait. Extrêmement hostile pour des organismes comme nous. Voilà, terriens comme nous, ou pour des organismes côtiers, mais qui... Voilà, qui sont des conditions qui ne sont pas du tout hostiles pour eux, qui par ailleurs, la plupart du temps, seraient incapables de vivre en milieu terrestre ou côtier, et donc sont adaptés à ces très fortes pressions, à ces très fortes toxicités de choses. Enfin, toxicité, c'est vraiment anthropocentré, puisque c'est par rapport à nous. Voilà, c'est toujours par rapport à nous, mais à cette très forte toxicité, par exemple, des plumes hydrothermales, qui, et pourtant, ces organismes vivent autour avec des concentrations en métaux lourds et en composés labellisés toxiques par nous, qui sont extrêmes. Et donc, ça pourrait peut-être nous aider à savoir comment nous, on pourrait s'adapter à un milieu plus hostile sur Terre. Alors oui, en tout cas, c'est un registre de l'évolution sur Terre qui est énorme, énorme par sa taille, énorme par son âge. Puisqu'on a parlé du fait que voilà, ça fait 4 milliards d'années qu'il y a de la vie dans les océans, ce qui est incomparablement plus important que la vie sur la partie terrestre de notre planète. Donc c'est un répertoire du vivant, c'est un répertoire génomique aussi, d'adaptation génétique, qui va nous renseigner à la fois pour une meilleure compréhension de l'évolution du vivant sur Terre et des différents moteurs de cette évolution, pour une meilleure compréhension des capacités d'adaptation des organismes vivants aux différentes fluctuations climatiques qui ont eu lieu sur Terre, puisqu'à l'échelle géologique, on n'est pas à la première fluctuation climatique intense, même si c'est la première qui est générée par l'homme, et c'est la première qui va aussi vite. Et donc qui prend de court un petit peu cette capacité d'adaptation. La vie est capable de s'adapter, mais il lui faut du temps. Il lui faut du temps, il lui faut des générations, et c'est une adaptation qui se produit génération par génération. Donc c'est pas la première, c'est pas le premier changement climatique, mais c'est le premier qui va aussi vite. Vous avez parlé de ce répertoire, Sophie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus par rapport au projet sur lequel vous travaillez, qui consiste à explorer les grands fonds marins grâce à l'ADN environnemental ? Alors, vis-à-vis de cette grande inconnue que représente la plaine abyssale, qui encore une fois est la majorité de notre planète, à laquelle on a très peu accédé en fait, et dont on connaît très peu de choses, on s'est aperçu qu'avec les moyens qui sont les nôtres, de capacité d'aller chercher du sédiment au fond de la mer, d'aller chercher des animaux, le temps qu'il faut pour trier une masse considérable de sédiments, on a à peu près 1,8 million d'espèces qui sont décrites sur Terre. On en est à un peu plus de 250 000 dans les océans. Si on se base sur les premières estimations, enfin sur les différentes estimations qui ont été faites, qui sont très fantaisistes en fait. Certains biologistes disent qu'il reste des centaines de millions d'espèces à découvrir dans les océans, d'autres sont beaucoup plus modérés. Même si on prend les estimations les plus modérées et qu'on calcule par rapport au temps qui est nécessaire pour nous et au volume de sédiments, il nous faudrait des volumes de sédiments qui ne sont pas du tout réalistes et un temps humain dédié au tri de ces animaux et autres qui n'est pas réaliste non plus. C'est-à-dire qu'il faudrait plus de 10 000 ans pour décrire ne serait-ce que les animaux qui sont présents avec l'estimation la plus conservative de la biodiversité qui restera à découvrir, qui serait d'1 million. Donc c'est pas du tout réaliste. Et donc on a un nouvel outil qui a provoqué une petite révolution dans le milieu de la biologie notamment, qui est un petit peu comparable à celle du microscope à son époque, qui a permis tout d'un coup de découvrir l'invisible, les micro-organismes. On a cet outil qui est cette capacité qu'on a depuis quelques années à extraire l'ADN de l'environnement
parce que tous les organismes vivants qui passent dans un environnement, tous ceux qui ont regardé des séries de police scientifique le savent, tous les organismes vivants qui passent dans un environnement laissent des traces. Ils laissent des traces qu'on est capable, à travers la filtration de l'air ou de l'eau, ou à travers l'extraction de sédiments, qu'on est capable d'isoler par extraction d'ADN et qu'on est capable ensuite de caractériser. Et donc on est capable de reconstituer jusqu'à un certain niveau, jusqu'à de finesse systématique, la composition des communautés qui sont présentes dans un endroit donné, avec seulement 10 grammes de sédiments. Seulement une carotte, là, dans le film qui a été fourni par Gilles Martin, on le voit bien. Finalement, à l'échelle de la plaine abyssale et de ce que représente la Terre, c'est assez peu. Il en faudra beaucoup. Mais avec simplement ce petit échantillon, on est capable de reconstituer des communautés qui sont composées de plusieurs milliers d'organismes et de reconstituer ces communautés aussi bien pour les organismes de type bactéries ou archébactéries que de type animaux multicellulaires ou encore protistes, algues unicellulaires, plancton, qui contribuent à la pompe à carbone. Et grâce aux premiers résultats de ce projet, on a déjà pu mettre en évidence, enfin répondre à un certain nombre de questions qui étaient les nôtres. On a pu identifier les acteurs majeurs de la pompe à carbone, qui n'étaient pas nécessairement parmi les organismes unicellulaires photosynthétiques, qui n'étaient pas nécessairement ceux qui étaient ce qu'on appelait les usual suspects, chez nos spécialistes du plancton, mais qui en fait correspondent plus trivialement, et ça c'est grâce à un couplage avec Tara Océan dans le projet IDN Abyss. On a repris les données de Tara Océan et leur caractérisation des micro-organismes dans la colonne d'eau, puis on a comparé avec ce qu'on avait tout au fond dans le sédiment, et grâce à cette comparaison on a pu montrer que finalement les organismes qui contribuent le plus à la pompe à carbone seraient plutôt ceux qui sont le plus abondants dans les couches superficielles de l'océan et pas nécessairement ceux qui coulent le plus vite ou qui forment les plus gros agrégats de neige. Le deuxième résultat très important de cette étude, couplée encore une fois avec Tara, c'est que en comparant la diversité dans la colonne d'eau et la diversité dans le sédiment, puisque ce projet était le premier à aborder le sédiment avec ces outils-là, on a montré qu'il y a 3 fois plus de diversité dans le sédiment que dans la colonne d'eau et que 80% de cette diversité est encore inconnue et non décrite. Donc si on repense au fait que par exemple l'arbre du vivant a eu 2 branches jusque dans les années 70 et puis tout d'un coup une 3e branche est apparue dans l'arbre du vivant qui étaient les archébactéries. Avant on croyait qu'il n'y avait que les bactéries et puis les autres organismes, et puis tout d'un coup on a eu cette 3e branche qui est essentielle et qui est énorme et qui est extrêmement diverse, et cette diversité d'archées d'ailleurs elle se trouve beaucoup dans les environnements profonds, et c'est aussi grâce aux environnements profonds qu'on a pris la mesure de la dimension de cette 3e branche. Si on s'imagine que ça date des années 70, que la dernière grande lignée animale a été découverte aussi dans les environnements marins relativement profonds dans les années 80, on peut imaginer qu'avec la quantité d'inconnus qu'on trouve dans les données de ce projet, on peut imaginer qu'il reste encore énormément de choses à découvrir. Et j'ai oublié de mentionner au début que ce projet a été lancé à l'initiative de l'Ifremer. C'était un projet qui s'appelait « Pourquoi pas les abysses ?» Parce que c'est exactement la question qu'on se posait. Pourquoi allons-nous toujours sur les sources hydrothermales qui sont magnifiques, mais si peu sur les abysses? Pourquoi on ne va pas dans les abysses? Et on a été ensuite soutenu par la plateforme de séquençage national du Génoscope à travers un projet France Génomique qui s'appelait IDN Abyss. Bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette interview. Merci infiniment Sophie Arnaud-Ahon, chercheuse à l'Ifremer, pour ces explications sur le potentiel des abysses. Merci infiniment d'être venue ici au Forum Innovation. Merci.